Ce livre, c'est donc un exemplaire de l'édition 1600 du Théâtre d'agriculture et ménage des champs d'Olivier de Serres, seigneur du Pradel. C'est un peu grâce à ce livre que Olivier de Serres va être introduit à la cour d'Henri IV et puis auprès d'Henri IV. C'est la description en fait de ce que l'on doit savoir pour bien cultiver la terre, bien élever les animaux, mais aussi bien vivre à la campagne. Le théâtre d'agriculture d'Olivier de Serres est une petite révolution sur le plan éditorial. On est en 1600, c'est la première fois qu'on publie un livre aussi gros consacré uniquement à l'agriculture, à l'économie rurale. C'est un livre qui compile à peu près tout ce qu'on sait depuis l'Antiquité sur les questions rurales, mais aussi ce qu'on a écrit au XVIe siècle en France, mais aussi en Italie. Et Olivier de Serres mélange toutes ces indications dans une grande compilation. Il y rajoute son expérience personnelle. Alors c'est peut-être pas un révolutionnaire, il n'invente pas tout ce qu'il raconte, mais il a fait des expériences. Olivier de Serres est pensé comme le père de l'agronomie française parce qu'il a été un de ceux qui a le plus pensé en termes scientifiques, en termes raisonnés, en appliquant véritablement une science partout, y compris dans ce qui relève d'une connaissance des végétaux, une connaissance des animaux. L'histoire de cet illustre protestant commence au XVIe siècle sur ces terres du Vivarais, une ancienne région du royaume de France appelée aujourd'hui Ardèche. Olivier de Serres naît en 1539 à Villeneuve-de-Berg. Dans cette bastide royale se forge très tôt une personnalité engagée, imprégnée par l'humanisme et les idées de la Réforme. Olivier de Serres naît dans une famille de commerçants. Ses parents tiennent un commerce de draps, un commerce d'étoffes à Villeneuve-de-Berg. C'est une famille que l'on pourrait qualifier de bourgeoise. On ne sait pas exactement à quel moment la famille d'Olivier de Serres adhère à la réforme calviniste. Ce que l'on sait avec beaucoup plus de précision, c'est que par exemple en 1561, Olivier de Serres est mandaté par la communauté protestante naissante pour aller chercher à Genève auprès de Monsieur Calvin, un pasteur dont la communauté villeneuvoise a besoin à ce moment-là. Le pic démographique de la Réformation française, ce sont justement les débuts des années 1560, où on estime qu'on a à peu près 2 millions de Français protestants, c'est-à-dire 10% de la population. Mais sur certaines zones, c'est-à-dire notamment ce croissant huguenot, eh bien, on a parfois des villages, des espaces, des villes à majorité protestante. La réforme arrive en France d'Allemagne. Elle est d'abord luthérienne, mais elle s'implante assez peu dans les années 1520. C'est vraiment au milieu du siècle, dans les années 1540, 1550, qu'elle se développe, surtout à toute fin des années 1550. Cette réforme, on dit qu'elle s'installe surtout dans ce qu'on appelle le croissant réformé, c'est-à-dire en gros de la vallée du Rhône, du Dauphiné, jusqu'au Poitou, jusqu'à La Rochelle, de l'autre côté, du côté occidental. Le Vivarais, les marges du Massif central font partie de ce croissant. Il faut voir que la réforme protestante est partie des noyaux les plus, d'une certaine manière, les plus pieux, où le catholicisme était le plus fervent. C'était des régions, d'une certaine manière, très catholiques. C'est des régions très catholiques qui sont devenues protestantes. C'est ça un peu le paradoxe. Et il faut sentir que ce qui se passait chez ceux qui étaient touchés par les idées de Luther, à l'époque on ne parlait pas des protestants, c'est qu'ils étaient désangoissés. Ils retrouvaient un rapport au monde plein de confiance, parce que tout était dans la main de Dieu. Donc il faut avoir confiance. Et notre propre salut, il est dans la main de Dieu. Donc il faut avoir confiance. Et pour les voisins, de voir des gens si insouciants, c'était très très angoissant. Ça voulait dire peut-être qu'ils avaient fait un pacte avec le diable. Donc ça a attisé l'espèce de confiance dans la foi. Foi et confiance, c'est le même mot. A créé chez les voisins une sorte de panique.
Dans un premier temps, François Ier a une politique assez hésitante, on pourrait parfois même la qualifier d'indifférente à l'égard des protestants luthériens. Il les regarde un petit peu de loin sans forcément les trouver dangereux. En revanche, les choses changent progressivement à la faveur d'une affaire, la fameuse affaire des placards, qui se déroule en 1534. C'est tout simplement des affiches qui sont placardées un petit peu partout dans le royaume. Et donc, François Ier ne voit plus du tout les protestants de la même manière, de gentils agitateurs d'idées finalement, et ils lui apparaissent être peut-être des agitateurs politiques, des séditieux, comme des personnages potentiellement dangereux. Le ciel s'alourdit pour les protestants à la fin du règne de François Ier. Dans cette grande période d'incertitude qui s'ouvre, Olivier de Serres décide d'acquérir un vaste domaine agricole de 150 hectares à quelques lieues de Villeneuve-de-Berg. Ce domaine du Pradel, qu'il compte bien exploiter lui-même, va lui permettre de poser les bases d'une nouvelle agriculture. Olivier de Serres s'installe ici à l'âge de 40 ans. Il va y rester de façon permanente jusqu'en 1598. Il va acquérir notamment le droit d'eau sur le ruisseau du Gazelle pour l'irrigation des terres du domaine et puis également l'acquisition des droits seigneuriaux sur le domaine du Pradel. Ce que nous dit Olivier de Serres sur l'importance de l'eau dans le domaine agricole. Voilà, je crois que cette année, c'est une année particulièrement sèche. Hein. On voit la couleur des terres qui nous entourent. On n'a jamais vu ça, ou en tout cas, on l'a un peu oublié. Il va mettre ici en œuvre son savoir et il va expérimenter, mettre en œuvre ici ce qu'il a appris aussi bien de ses voyages que de ses lectures en termes d'agriculture. Bien comprendre le lien entre la plante, le sol et le climat, c'est la réflexion que propose Olivier de Serres dans son livre. Le fermier gentilhomme organise ainsi la rotation des cultures. Il supprime la jachère pour cultiver des plantes fourragères comme la luzerne, qui servent aussi bien à nourrir le bétail qu'à enrichir naturellement le sol. Il réfléchit aussi à la sélection de variétés plus productives et plus résistantes aux maladies. Autant d'intuitions fertiles que l'on retrouve encore aujourd'hui dans la réhabilitation de l'agroécologie. Il faut revenir à la réalité toute simple qui est sous nos yeux. Et donc, on va partir de nos expériences qui sont à la fois beaucoup d'observations. Il ne cesse d'observer et en même temps d'essayer. On va essayer. On fait des essais. On essaye ça, on essaye ci, ça. Donc ce rapport très simple, très pragmatique à la terre telle qu'on peut l'observer. On a encore la partie médicinale. Mais j'en ai dans mon jardin, ça. Je prends pour une plante mauvaise. On en trouve en sauvage, et puis ça s'étend. Oui. Il y a différentes sortes. Il y a aussi l'arbustive, on en a juste à l'entrée quand on rentre dans le jardin bouquetier, qui est vraiment ornemental. Et celle-ci, c'est l'officinale. Olivier de Serres nous dit son respect pour la nature, pour cette mère nourricière qui nous donne tout, mais que l'on se doit de respecter. Il dit par exemple qu'une bonne céréale, c'est bien de la faire après des bonnes légumineuses. Maintenant, ça paraît évident de dire ça. Mais au XVIe siècle, il pense un domaine agricole dans son ensemble. Il pense évidemment à la terre, il pense au sol, il pense aussi aux bâtiments, il pense aussi aux domestiques, il pense aussi aux paysans, à la femme du paysan. Donc c'est tout un système qui est envisagé dans ce domaine agricole. Dans les aspects sans doute les plus novateurs qu'envisage Olivier de Serres et que met en pratique Olivier de Serres, il y a l'idée de revoir l'assolement, de supprimer la jachère, d'introduire aussi des engrais alors naturels. Déjà Olivier de Serres pressent tout le bénéfice qu'il y a à introduire ou l'esparcé, Saint-Foin et la luzerne dans les rotations de culture. La science agricole mise au point par Olivier de Serres consiste déjà en l'importation de nouvelles cultures. Par les descriptions qu'il donne, l'agronome promeut sûrement le maïs, le riz et la betterave, mais aussi un tubercule du nom de cartoufle
une truffe blanche qui pourrait être la pomme de terre. Ces découvertes viennent à point nommé dans cette époque trouble marquée par des famines à répétition et par le début des guerres de religion. À partir des années 1550, il y a une prise de conscience que la réforme devient potentiellement dangereuse et évidemment le roi de France, Henri II, va prendre des dispositions qui vont monter en gradation dans le rejet du protestantisme et notamment avec la rédaction et la promulgation de l'édit de Chateaubriand de juin 1551. Henri II donne une sorte de description générale de ce qu'il attend de la société. C'est dans cet édit que le protestantisme devient la peste. On parle de la peste de l'hérésie. Donc c'est une sorte de maladie qui se répand par l'écrit, par la parole. Donc il faut empêcher les livres qui viennent de Genève. Et donc cet édit de Chateaubriand de 1551 eh bien, va condamner, parfois jusqu'à la mort, ceux qui écrivent, ceux qui possèdent, ceux qui diffusent des textes, des livres, des ouvrages, des idées simplement pouvant permettre la diffusion des idées de Calvin. Les gens sont théoriquement obligés de se convertir, mais ils s'exilent, ils doivent abandonner leur foi, ce qui est terrible. Donc c'est des gens qui sont dans l'entre-deux, qui risquent parfois même la mort. On pense à la Saint-Barthélemy, évidemment, qui touche une douzaine de grandes villes en 1572. Donc ce sont des gens qui marchent au bord d'une falaise, jusqu'en 1598, jusqu'à l'édit de Nantes. En 1571, Olivier de Serres entre en possession des droits de justice attachés à son domaine. Il rend désormais la justice seigneuriale, tant dans les affaires civiles que dans les affaires criminelles, de la simple amende à la peine mortelle. En tant que seigneur du Pradel, il devient la figure incontournable de la région. Olivier de Serres est vraiment embarqué dans l'histoire des guerres de religion dès le début, parce qu'en fait, il la voit venir, la guerre, etc. Et puis bon, il en souffre. Il y a un paradoxe chez lui, mais qui est très typique de beaucoup de protestants, comme de l'amiral de Coligny, par exemple. C'est-à-dire qu'en même temps, il tient son parti, c'est un homme capable de faire la guerre et de se battre, et en même temps, un peu comme Michel de l'Hospital, c'est un esprit civique qui veut la paix, qui veut rétablir la paix, qui a des bonnes relations avec tous ses voisins, catholiques compris. Donc chaque fois qu'on peut essayer de refaire un espace de paix, on essaye de le faire. Mais en même temps, on ne va pas se laisser non plus de mener à l'abattoir comme des agneaux. Donc il y a vraiment, je dirais, une tension entre les deux. Olivier de Serres lui-même participe aux troubles au début des années 1570. C'est manifestement quelqu'un qui a choisi son camp à ce moment-là, y compris sur le plan militaire. Il participe à la prise de Villeneuve-de-Berg en 1573, où il y a des massacres ou quelques dizaines de morts, manifestement. Ce n'est pas donc un fidèle parmi un autre, c'est un personnage actif de son Église, d'autant plus actif, on le sait, que dans son domaine du Pradel, il va pouvoir continuer à pratiquer le culte protestant. C'est le refus de la fuite. C'est le refus de quitter le monde. Il lui dit non, on reste ici, on revient, on s'installe et on reprend. Et ça va avec cette idée. Nous sommes mis en terre et nous devons donc nous réinstaller dans ce monde, dans ce monde-ci, avec ceux qui sont là, avec ceux qui sont proches, quels qu'ils soient. À partir des années 1570-1580, c'est la sortie de crise qui est envisagée et le domaine du Pradel sera un lieu où on pourra avoir des rencontres entre catholiques et protestants pour essayer de trouver des ententes, pour sortir finalement le royaume de ces guerres civiles qui sont insupportables. Pendant cette période de grand chaos, Olivier trouve refuge dans le travail au domaine du Pradel. Et dans une foi protestante très active, très vive, qui le guide dans toutes ses actions. Je vous invite à vous lever. Nous devons rester vigilants quant au droit usage des biens terrestres, comme en réalité Olivier de Serres le fit en son temps. En tant que pasteur, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un, je trouve, qui montre que on peut être à la fois agronome, s'intéresser à ce rapport à la terre, mais être aussi un homme de foi. Donc la science, les avancées de la science ne sont pas à mettre à dos à notre foi. Oui, nous le savons. Nous sommes toutes et tous liés à la terre. Nous sommes toutes et tous les enfants de la création, les jardiniers de cette planète. En effet, chacun peut constater aujourd'hui que les préoccupations environnementales sont omniprésentes et les inquiétudes liées au changement climatique peuvent ébranler notre foi. Mais cela n'est pas nouveau. Nous avons à être, à notre manière, militants, résistants.
L'héritage d'Olivier de Serres, c'est avant tout la foi qui a nourri son travail. On se rend compte que sa foi protestante, réformée en l'occurrence, était très présente dans le lien qu'il entretenait avec la Bible. Pour Olivier de Serres, ce qui est fondamental, c'est que Dieu nous a mis au monde, nous a donné en quelque sorte le monde, et il nous est donné. Il nous est donné, et donc c'est à nous d'en faire quelque chose, c'est à nous de le cultiver, c'est à nous de rendre grâce de ce qui nous est donné. Il y a vraiment une dimension de gratitude. Et ça, c'est le fond religieux de la foi de la Réforme, de la foi évangélique. Au moment où Olivier de Serres arrive dans ce théâtre qu'est le Pradel, il faut s'installer dans le monde. Il ne faut pas fuir le monde vers un ailleurs, vers un plus tard, il faut s'installer dans le monde. Se plaire en sa terre, se contenter de ses naturelles facultés, c'est la providence de Dieu qui a distribué à chacun ce qu'il pensait lui être nécessaire. Ce contact avec la nature n'est donc pas un acte anodin, selon les mots d'Olivier de Serres. L'agriculture, c'est vraiment évident pour Olivier de Serres, c'est la réponse à une sorte de vocation chrétienne. Et c'est quelqu'un qui est animé par l'idée extrêmement profonde que tout ce qu'il fait correspond à sa vocation, c'est-à-dire est conforme à la providence divine. C'est aussi prendre conscience, il le dit très bien lui-même, de la nature pécheresse de l'être humain. L'être humain, nous dit la Genèse, doit manger son pain à la sueur de son front et doit travailler. L'idée qu'il y a du profit à tirer de ce monde vient de la gratitude. C'est ça qui est un peu ce qui nous paraît un peu un paradoxe. C'est pas juste on va attendre que ça nous tombe, que les fruits nous tombent dans la bouche comme ça. Non, on va travailler, mais on va travailler en sachant que on fait avec des choses qui nous sont données simplement. Ces conseils sont là pour dire aux paysans, empare-toi des outils, empare-toi des choses, travaille toi-même et arrête de croire que tout a une explication mystérieuse. Bien sûr, Dieu est là, ou peut ne pas être avec toi, mais il est important que toi tu œuvres et toi tu travailles. Et là, on est dans une dimension éminemment protestante de l'homme qui réussit, soutenu par Dieu. À l'aube de ses 60 ans, Olivier décide de consigner le fruit de ses découvertes agricoles dans un ouvrage colossal. Ce livre s'adresse à un lecteur particulier, le roi de France Henri IV. Ce nouveau monarque va s'appuyer sur des personnalités visionnaires comme Olivier de Serres pour entreprendre la reconstruction du royaume. L'arrivée au pouvoir d'Henri IV change considérablement les choses pour la France dans son ensemble, puisqu'il arrive à un moment où le royaume est encore largement en proie aux guerres de religion. Mais Henri IV va parvenir à traiter avec les protestants qu'il connaît quand même très bien et à mettre les catholiques et les protestants autour d'une table pour parvenir à faire ce fameux édit de Nantes qu'Henri IV va signer en 1598. L'édit de Nantes, il n'est pas révolutionnaire fondamentalement, parce que des édits de tolérance, il y en a déjà eu beaucoup. La grande différence entre l'édit de Nantes et les précédents, c'est que lui, il est appliqué. C'est que lui, il va durer, c'est que lui, il est signé à un moment où la société française est tellement épuisée par les guerres civiles qu'elle est prête à enfin accepter ce régime qui va durer un petit peu moins d'un siècle. Donc on a la possibilité, en France, qu'une minorité religieuse parvienne légalement à exister en dehors, finalement, de la majorité religieuse qui est celle du catholicisme et qui est celle de la religion du roi. L'édit de Nantes, qui est signé en 1598, correspond pour Olivier de Serres à la période où il est en train d'écrire le théâtre d'agriculture, à un moment où il a envie d'aller vers la cour pour se faire connaître du roi, pour développer ses idées.
C'est dans cet esprit qu'il va offrir au roi un cadeau, ce théâtre d'agriculture. On a un livre énorme, un grand format, in folio, qui est un livre de prestige destiné à montrer au roi que l'agriculture faite par des protestants est digne de la grandeur du monarque. Il ne faut pas s'imaginer que le théâtre d'agriculture s'adresse aux paysans, qui très souvent ne savent pas lire le français. Non, ce théâtre d'agriculture s'adresse au gentilhomme qui a envie, parce qu'il possède un terroir, parce qu'il possède des terres, d'améliorer les choses. Son ouvrage lui-même est organisé en 8 lieux ou 8 chapitres, et on voit bien que tout est pensé, tout suit son cours, tout est ordonné, et tout a une place finalement. Et on retrouve là aussi évidemment l'idée de Dieu qui a ordonné les choses et qui n'a pas ordonné les choses de manière impensée. Véritable manuel pour réussir dans son domaine agricole, le théâtre d'agriculture d'Olivier de Serres connaît un succès éditorial important. Cet ouvrage se retrouve dans toutes les grandes cours européennes, soucieuses de pouvoir développer les productions agricoles à grande échelle. Henri IV, dit-on, se faisait lire le livre d'Olivier de Serres avec grand plaisir. On dit aussi qu'il y a dans son entourage des gens qui sont très intéressés par ce que fait Olivier de Serres. Alors pourquoi ? Parce que ça correspond assez bien à l'idée qu'il faut redonner au royaume sa grandeur, retrouver de la richesse, retrouver de l'argent, et c'est le début de la pensée mercantiliste. On considère que la richesse du royaume dépend de la quantité de métal précieux qu'il contient, mais aussi de la production qu'on peut faire de matières de luxe. Parce que si on doit acheter à l'étranger les produits de luxe, notamment en Italie, les soieries, les armes, etc., le royaume s'appauvrit puisque l'or et l'argent partent à l'étranger. Donc on voit bien qu'il y a une pensée qui dépasse largement l'idée de rendement agricole, qui va évidemment fortement intéresser le roi Henri IV. Olivier de Serres, c'est véritablement un homme qui essaye de faire feu de tout bois de ce qui existe pour l'améliorer, mais aussi qui est à l'affût, qui est à l'écoute des nouvelles techniques qui peuvent être mises en pratique. Et on pense notamment à la pratique du verre à soie, à la sériciculture, qu'il va pousser à la perfection, ou quasiment. L'histoire de la soie est indissociable de l'histoire d'Olivier de Serres. Parce que Olivier de Serres a su établir une sorte de protocole d'élevage. On parle d'éducation de ver à soie. La feuille de mûrier est le seul aliment du ver à soie. Donc il faut d'abord planter des mûriers, attendre 3-4 ans avant qu'ils soient en production, acheter des œufs de ver à soie et se lancer. Cette connaissance précise des soins qu'il fallait apporter au ver à soie, Olivier de Serres en parle déjà dans son théâtre d'agriculture. Et il invite le sériciculteur à bien choisir l'essence de mûrier qu'il va planter en fonction de la qualité de son sol. Et il indique bien sur la branche quelle est la feuille qu'il faut distribuer et sélectionner pour les jeunes chenilles. Sur cette partie-là du taulier, on peut voir une construction particulière. C'est un ensemble en fait de branchages de bruyères qui sont disposés sous forme de tunnels comme ça. Cette disposition est mise en place lorsque les chenilles arrivent à maturité et qu'elles vont pour filer leur cocon de soie. La métamorphose va commencer et on va conserver un écrin de soie intact durant une dizaine de jours à peu près. À l'issue de ces 10 jours, c'est un papillon qui émergera du cocon et qui permettra de recommencer un cycle de vie. Au début du 19e siècle, et c'est là que la sériciculture prend une ampleur exceptionnelle. Et que tout le monde fait du ver à soie. Quand je dis tout le monde, c'est l'agriculteur, mais c'est l'instituteur, c'est le curé, c'est le pasteur, c'est le commerçant, tellement c'est rémunérateur. Il faut bien se dire que toute cette production ne suffisait pas à alimenter l'industrie. Donc l'industrie disait « mais il nous faut encore des cocons, il nous faut encore des cocons ». Donc il y avait une telle demande, et quand il y a de la demande, eh ben, c'est rémunérateur. Il fallait beaucoup de place pour faire des élevages de ver à soie. Donc il fallait des maisons de plus en plus grandes. On a des maisons très grandes en Ardèche méridionale. Ce n'était pas pour le bien-être des gens, c'était pour pouvoir faire des élevages de ver à soie en grand. Et là, Olivier de Serres a su révéler finalement cette production parce que ce qu'il dit, il l'a fait. Et c'est ça qui est intéressant, que ce soit dans le domaine de la soie, que ce soit dans d'autres domaines.
Aujourd'hui encore, sur son domaine du Pradel en Ardèche, on se plaît à imaginer Olivier de Serres, songeur, travailler la terre. Cet esprit éclairé nous a parfaitement décrit l'environnement dans lequel il vivait. Et cette pensée avant-gardiste nous aide toujours à regarder, à comprendre le monde qui est devant nous. 400 ans après sa mort, évidemment, Olivier de Serres est un personnage qui peut nous intéresser aujourd'hui, ou en tout cas nous interpeller. Derrière ce volumineux ouvrage, il y a une profonde réflexion d'harmonie entre l'homme et la terre, entre la nature et l'homme, les animaux. Donc Olivier de Serres, aujourd'hui, d'une certaine manière, avec le retour que l'on peut connaître à une dimension naturelle des choses, bio, pourrait-on dire, peut être un penseur qui a toute sa place. Olivier de Serres est extrêmement actuel parce que nous sommes dans un moment où on a le sentiment que il y a quelque chose qui a mal tourné. Nous avons eu un rapport très instrumental au monde, dans lequel le monde est uniquement la limite de nos propres corps. C'est des instruments et il faut les prolonger, les augmenter, etc. Et je dirais, Olivier de Serres, il a un sens de la diversité des végétaux, de la diversité des animaux qui est d'une acuité chez Olivier de Serres extrêmement contemporaine, on dirait. La vie et la pensée d'Olivier de Serres nous montrent peut-être encore aujourd'hui que les minorités, ou en tout cas les gens qui se trouvent en but à des violences, à une forme d'incompréhension, voire d'intolérance, ont un rôle central dans la vie d'un pays, d'un royaume, d'une république. C'est ce que voulait expliquer Olivier de Serres à ses contemporains. Il voulait dire que certes, il n'appartenait qu'à une toute petite minorité, peut-être 7% de la population au début du XVIIe siècle, mais ces 7% étaient essentiels à la vie du pays, qu'on pouvait être protestant tout en étant un excellent Français, un parfait sujet du roi, fidèle, avec une place à tenir et un rôle dans l'économie tout à fait légitime. Asmarone.